Cher Dieu du ciel, nous te remercions de nous avoir donné l'occasion de nous réunir. Nous te remercions pour les messages qui nous ont amenés jusqu'ici, alors que nous nous dirigeons vers des temps sans précédent. Nous prions pour une meilleure compréhension, non pas de ce qui va se passer demain, mais de ce qui s'est passé, dans les temps passés, de l'histoire dans laquelle nous vivons en ce moment, afin que nous puissions comprendre l'avenir, puisse guider et diriger nos pensées, nos discussions. Au nom de Jésus, Amen. J'aimerais continuer à partager mes réflexions sur la loi du dimanche et je ne veux pas prendre beaucoup de temps pour passer en revue ce que nous avons vu, sauf pour dire que l'un des symboles de la loi du dimanche que nous lirons se trouve dans l'acte 27. C'est Fabius Maximus, Quintus Fabius Maximum Curtius, la délégation de Rome en Égypte en 272 avant Jésus-Christ. Les pensées que je vais partager aujourd'hui concernent sur les commentaires que j'ai reçus sur les études précédentes et je suis reconnaissante pour tous ces commentaires positifs et négatifs. Ils m'ont été très utiles. Donc, sur cette base, je souhaite poursuivre l'étude sur Quintus Fabius Maximum Curtius. Nous avons donc obtenu la date de 272 avant Jésus-Christ, que nous avons été dans la période des gordes pyrrhiques, grâce au nombre 273, ce qui nous a emmenés dans l'histoire en dessous. Ce que nous avons fait, nous avons vraiment regardé en profondeur dans le nom de Quintus, qui était son prénom, le cinquième, qui était le cinquième fils ou le cinquième mois. Et c'est pour ça qu'il a été nommé Quintus. Soit vous êtes né au cinquième mois, ou vous êtes le cinquième fils. Fabius vient des fèves, qui est utilisé pour les élections, le vote. Maximum Curtius, ça veut dire maximum, l'inondation maximum, qui est le mot qui est associé à la loi du dimanche pour diverses raisons que nous avons vues. Et juste pour clarifier, quand nous parlons de Fabius et que nous utilisons des symboles, le littéral ici n'est pas le vote. Le sens littéral est qu'ils étaient des agriculteurs. C'est de là que vient ce nom Fabius. Il était des fermiers, des agriculteurs. L'application spirituelle est ce qui est utilisé dans les élections et le vote. Ce n'est pas le sens littéral. On les appelle Fabius parce qu'ils avaient quelque chose à voir avec des fermiers, des agriculteurs. Le littéral et le spirituel sont donc des règles que nous devons suivre lorsque nous utilisons des symboles. Donc, Quintus, cinquième fils ou cinquième mois, nous avons donc consulté le calendrier romain à l'époque de Quintus Fabius Maximus Curtius. Et si vous étiez né dans le mois Quintilis, ça veut dire que vous étiez né au cinquième mois et on vous donnait donc souvent ce nom. Nous l'avons associé avec Trump parce qu'il est le cinquième président et qu'il sera aussi le septième. Et nous avons noté dans les études précédentes que le cinquième et le septième sont identiques. Le calendrier romain indique donc que le cinquième mois est Quintilis. Si l'on passe au calendrier julien et au grégorien, Quintus correspond à juillet. Et juillet a été passé, Quintilis a été passé juillet par César. Nous avons noté qu'en juillet de cette année, l'année des élections, c'est en ce mois-là qu'il y aurait la Convention nationale républicaine qui s'est tenue du 15 au 17 juillet. Jules César était donc très important dans cette période. C'était aussi un nom punitif pour les éléphants. Son titre était celui d'un dictateur vers la fin de sa vie. Il s'est nommé lui-même dictateur à vie. Il était précaire entre l'ancien système républicain et le nouveau système d'autocratie qui allait s'instaurer sous Auguste. Il est considéré, Jules César, comme le fondateur du système de gouvernement
Et l'une des premières choses qu'il a fait lorsqu'il est devenu dictateur, c'est d'annuler le système de vote quasi-démocratique. Il a donc commencé à choisir lui-même les fonctionnaires romains. C'est l'une des premières choses qu'il a fait. Donc, c'est le mois de juillet. Alors, j'aimerais citer un humoriste fin de soirée. Je ne prétends pas que les humoristes du soir sont des prophètes, mais j'ai pris note de cette citation. Il a dit, il a pris l'histoire américaine de 1492 à 1877. Il a pris ça dans la première, il l'a faite, cette citation dans la première moitié du mois de juillet. Parce que cette première quinzaine de juillet a été perçue comme très intéressante. Donc, il a fait cette blague au milieu du mois de juillet. Personne ne nierait que le mois de juillet n'a pas été énorme et n'a pas été important. L'un des commentaires que j'ai reçus régulièrement, mais pas vraiment régulièrement, mais des commentaires similaires, c'est notre test n'est-il pas basé sur le sexisme? Alors, où voyons-nous le sexisme dans les événements de ce mois-ci? En particulier, je suppose qu'ils font référence à la Convention nationale républicaine. Donc, je voudrais donc passer en revue quelques-uns de ces événements. Je voudrais me concentrer sur un événement du mois de juillet et passons en revue les événements du mois dernier. Donc, j'efface un peu. Donc, le 1er juillet. Quelque chose d'important s'est produit, oui. La Cour suprême a rendu une décision dans l'affaire Trump versus USA qui accordait au président des États-Unis une immunité absolue dans ses actes officiels. Ça a été vraiment un arrêt historique et nous y reviendrons en détail dans une minute. C'est un événement important au mois de juillet. Trump contre les États-Unis. Et le 2 juillet, on voit le premier membre démocrate du Congrès a demandé au président Biden de se retirer. Donc ça, c'était le 2 juillet. Le 13 juillet, nous avons la tentative d'assassinat de Donald Trump. Alors, du 15 au 18 juillet, July 15, the RNC begins, and the Vice President is announced as J.D. Vance. La RNC a commencé, Convention nationale républicaine, et le vice-président a été nommé comme J.D. Vance. Et le 18 juillet, Trump, je vais écrire couronné, parce que c'est le langage utilisé par les journalistes à plusieurs reprises. Et ensuite, nous arrivons au 21 juillet. Et c'est là que le président Biden s'est retiré officiellement de la course à la présidence.
Il a annoncé son retrait et Kamala Harris a annoncé sa candidature le 21 juillet. Donc, le 21 juillet, Biden se retient. Le 22 juillet, Kamala Harris. Et maintenant, elle n'est pas la candidate officielle, mais elle est la nouvelle candidate présomptive à la présidence. Donc, je vais dire le candidat présomptif démocrate. Il y a eu donc beaucoup d'événements importants au cours de ce mois de juillet. Une personne qui m'a écrit a suggéré que la démission de Biden et la candidature de Kamala Harris étaient plus importantes en matière de sexisme que les autres événements. Je ne suis pas en désaccord avec son importance. Le 21 juillet est une date importante dans l'histoire des Millerites et elle est liée à 2014, à la loi du dimanche. Donc je pensais que c'était un point valable. Ce que je voulais souligner, c'est le sexisme. Parce qu'on peut voir le sexisme dans cette histoire. Maintenant nous avons donc une femme, non seulement une femme, mais une femme noire qui représente les droits des femmes et l'intersectionnalité, contre Trump qui représente le sexisme et la misogynie et le nationalisme. C'est comme en 2016. Et je crois que cela fait partie de l'histoire. Ils ont vu plus de sexisme là au 21 juillet que ce qui s'est passé à la convention. Cependant, je fais remarquer qu'ils n'avaient pas vu la misogynie en juillet, le 18 juillet. Je suis sûre que vous l'avez tous lu et j'espère que vous l'avez vu 2 ou 3 fois. L'article a été mis sur le Media Broadcast concernant le 4e jour de la Convention nationale républicaine. Je vais voir si on peut le trouver, le partager. From the People's World, l'article. Il y a eu beaucoup de bons articles qui partagent les détails de cette journée. Mais c'est un assez bon aperçu du 4e jour. Et l'article s'intitule « C'est un môme d'homme ». La 3e nuit de la Convention nationale républicaine à Milwaukee, Donald Trump est arrivé sur le classique de James Bond, c'est un monde d'hommes. Le message était clair. Le parti républicain de Donald Trump et sa vision de l'avenir des États-Unis est un monde d'hommes. Cet article et d'autres similaires doivent être lus et compris. Je ne vais pas revenir sur cet article ou sur les événements de cette journée avec vous, car j'espère que vous l'avez déjà fait. Si vous ne pouvez pas voir le sexisme du 4e jour de la RNC, donc il vous faut le regarder. Cherchez sur Google. Il y a 6 heures sur C-SPAN. C'est facilement accessible. Et je ne sais pas quel jour on est. C'est le 10 août. Et d'après mes dernières recherches sur YouTube, il y a 11 présentations de Parmenter depuis le dernier committee. Il y a beaucoup de choses à regarder, à voir et à faire. Je ne voudrais pas vous suggérer de mettre à côté vos études, mais si vous ne pouvez pas voir le sexisme et la misogynie de ce qui s'est passé le 18 juillet, vous devez vraiment vous pencher sur la question. Il vous faut lire plusieurs fois cet article, et même si vous parcourez les enregistrements, ça en vaudra la peine. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Ça devrait être donc un devoir pour tout le monde.
J'aimerais suggérer que le sexisme est un thème qui se trouve dans tous les événements du mois de juillet. Et je voudrais revenir au 1er juillet. Et la décision de la Cour suprême qui rend sa décision le dernier jour de son mandat, c'était une décision qui était longtemps attendue, qui a été retardée pendant un certain temps. D'après de ce que j'ai compris, c'est à cause des débats controversés qui ont eu lieu sur ce sujet, sur cette décision rendue par les juges. Mais la Cour a rendu une décision à 6 voix contre 3 sur des lignes purement partisanes dans une affaire demandant si les présidents pouvaient bénéficier d'une immunité absolue contre les poursuites pénales. Il s'agit de l'affaire intentée par Donald Trump et de ses avocats pour tenter de retarder les poursuites engagées par Jack Smith à Washington pour les actions que Trump a entreprises afin d'annuler l'élection de 2020 en faisant pression, entre autres, sur Mike Pence pour qu'il mette en place des électeurs différents dans le comptage des votes. Alors, si nous revenons en arrière, en août 2023, Trump est inculpé par un grand jury sur 4 chefs d'accusation, tous liés à l'ingérence dans les élections, y compris l'attaque du 6 janvier sur le Capitole. C'est la première fois qu'une affaire pénale est engagée. C'est la première fois qu'une affaire concernant des poursuites pénales pour des actes officiels présumés est portée devant la Cour suprême à l'encontre d'un président. Les avocats de Trump ont déposé une demande de rejet de l'acte d'accusation dans le cadre des poursuites fédérales et ils ont invoqué l'immunité présidentielle en raison d'une affaire antérieure appelée Nixon contre Fitzgerald. Nous en parlerons plus tard. Les avocats de Trump ont dit qu'ils voulaient que l'affaire soit rejetée. Nous invoquons l'immunité présidentielle. Les avocats de Trump ont fait valoir que les allégations d'irrégularité électorale et de fraude électorale étaient des efforts visant à garantir l'intégrité des élections. Tout ce que Trump a fait était en toutefois, c'est que l'une de ses fonctions officielles en tant que président consistait à garantir l'intégrité des élections et c'est ce qu'il faisait. Il faisait son travail. Par conséquent, il est à l'abri de toute poursuite parce qu'il n'a fait que son travail officiel. C'est une responsabilité d'un président. Le département de la justice a répondu non. Ce qu'il faisait, c'était criminel. Et cet acte ne peut être soutenu par la Constitution ou tout autre précédent juridique. L'affaire a été donc portée devant le tribunal fédéral, puis devant le tribunal de première instance de première instance de district. Et c'est ce qu'on va regarder. Ça a été donc présenté dans un tribunal de première instance de district. Et le juge s'appelle Tanya. Je l'ai mal orthographié. Je pense que c'est pas un I, mais c'est un Y. Donc, Chutkan, c'est le nom du juge, de la juge. Alors, Tanya Chutkan, elle a dit que les présidents ne sont pas des rois. Ils n'ont pas d'immunité générale pour des actes criminels pris par des présidents. Et elle a donné toutes ces raisons. Qu'a fait l'équipe de Trump, elle a fait appel et elle a été se présenter devant l'autre cour d'appel du circuit du district de Columbia. Donc là, c'est la cour d'appel de Columbia du district.
Et elle sera soumise à un bureau de 3 juges. Et ces juges sont... Alors, J. Michel Childs, J. Michel Childs, Florence Wippen, et Karen L. Anderson. Il y a un de ces 3 juges ont été nommés par Trump. Karen Anderson a été nommée par Trump. Donc l'affaire est donc portée devant la Cour d'appel des États-Unis, du circuit du district de Columbia. Ils entendent le conflit d'immunité. Il s'agit donc je vais juste l'évoquer. Donc, la Cour d'appel des États-Unis, c'est un document une réponse de 57 pages. Je vais simplement lire le commencement. Ça a été écrit par Anderson, Charles, les 3 juges, et ils vont donner leur avis. Et leur opinion s'appelle per curiam, qui signifie par la Cour. Ils ne s'expriment pas individuellement, ils veulent que la Cour s'exprime dans son ensemble. C'est un terme utilisé lorsque les décisions sont très importantes. Ça veut dire que ce n'est pas pris selon des préjugés, mais nous parlons en unité. Donald J. Trump a été élu 45e président des États-Unis le 8 novembre 2016. Il a prêté serment le 20 janvier 2017 à midi et a exercé ses fonctions jusqu'à l'expiration de son mandat le 20 janvier 2021 à midi. À ce moment-là, le président Trump est devenu l'ancien président Trump et son successeur, Joseph Biden, est devenu président et a entamé son propre mandat de 4 ans. Bien que cette séquence soit fixée par la Constitution, elle ne s'est pas déroulée dans la sérénité. En effet, à partir du jour de l'élection de 2020, le gouvernement affirme que le président Trump a nié avoir perdu sa candidature à un second mandat et a contesté les résultats de l'élection en exerçant des pressions sur les bureaux fédéraux de l'État et en organisant une liste alternative de grands électeurs et en utilisant d'autres moyens. Son ingérence présumée dans la séquence prescrite par la Constitution a culminé avec un rassemblement à Washington, D.C. le 6 janvier 2021, juge fixé par la loi sur le décompte électoral pour que le Congrès se réunisse en session conjointe afin de certifier les résultats de l'élection. Le rassemblement mené par le président Trump a donné lieu à une marche de milliers de personnes vers le Capitole et à l'intrusion violente dans le bâtiment du Capitole. L'intrusion a retardé les travaux du Congrès pendant plusieurs heures et ce n'est qu'au petit matin du 7 janvier que les résultats de l'élection présidentielle de 2020 ont été certifiés. Joseph R. Biden devient alors le 46e président. Depuis lors, des centaines de personnes ayant pénétré dans le Capitole le 6 janvier 2020 ont été poursuivies et emprisonnées. Le 1er août 2023, à Washington, D.C., l'ancien président Trump a été inculpé de 4 faux chefs d'accusation pour avoir contesté les résultats de l'élection et entravé la séquence prévue par la Constitution pour le transfert du pouvoir d'un président à l'autre. L'ancien président Trump a demandé le rejet de l'acte d'accusation et le tribunal de district a rejeté sa demande. Aujourd'hui, nous confirmons ce refus. Pour les besoins de cette affaire pénale, l'ancien président Trump est devenu citoyen Trump et dispose de tous les moyens de défense d'un autre
accusé pénal, mais l'immunité exécutive qui aurait pu le protéger pendant qu'il était président ne le protège plus contre ces poursuites. Telle est donc leur décision. Il s'agit d'un document de 57 pages et les étudiants en droit constitutionnel ont déclaré qu'il s'agissait de l'argument le plus solide que l'on puisse trouver, à savoir qu'il n'y a absolument pas d'immunité ici. Ce n'est pas une lecture facile parce qu'il y a beaucoup de jargon juridique, mais vous pouvez lire les références, c'est très solide. La cour d'appel, composée de 3 femmes, s'est donc rangée à l'avis du tribunal de district concernant Tanya Chutkan. Donc, la Cour d'appel a donc confirmé à l'unanimité la décision du tribunal de district. Ils ont conclu que les actions présumées de Trump étaient dépourvues de toute autorité discrétionnaire légale. Et il doit répondre de sa conduite devant les tribunaux parce que l'ancien président Trump est devenu le citoyen Trump. Nous l'avons lu. Le panel a maintenu que les anciens présidents n'ont pas d'immunité pour avoir prétendument violé les lois pénales pendant qu'ils sont ils exercent leur mandat, et plus particulièrement pour avoir commis des crimes qui neutralisent le contrôle le plus fondamental du pouvoir exécutif et les résultats des élections. Quel est donc le contrôle le plus fondamental du pouvoir exécutif du président? Ce sont les résultats des élections, c'est les votes. Et neutraliser ces votes est un acte criminel. Le panel a noté que si la doctrine de la séparation des pouvoirs peut immuniser des actes discrétionnaires légitimes, elle n'empêche pas les poursuites pénales fédérales. Elle n'interdit pas les poursuites pénales fédérales à l'encontre d'un ancien président pour chaque acte officiel, et que l'immunité présidentielle absolue ferait s'effondrer notre système de séparation des pouvoirs en plaçant le président hors de portée de 3 branches. Qu'ont-ils dit? Si l'on accorde au président une immunité absolue, la séparation des 3 pouvoirs s'effondrera. Le panel a conclu que nous ne pouvons pas accepter que la fonction présidentielle place ses anciens occupants au-dessus de toutes les lois par la suite. Mais, le 1er juillet, la Cour suprême des États-Unis en a décidé autrement. Aujourd'hui, sa réponse est largement positive. L'ancien président Donald Trump a le droit à des niveaux étendus d'immunité contre les poursuites pénales pour tous les actes officiels qu'il a commis pendant qu'il était en fonction, et c'est une décision de 63 ans. La dissension dans cette affaire était le fait de 3 femmes juges. Donc, nous avons SCOTUS. Alors, nous avons Tanya Chutkan a dit non. Pas d'immunité. Alors, je devrais peut-être l'écrire. Pas d'immunité. Cette cour d'appel du district a confirmé cette décision. Pas d'immunité. Et les 3 juges libéraux de la Cour suprême, Sonia Sotomayor, Elena Kagan et Ketanji Jackson Brown ils ont fait un écrit expliquant leur désaccord avec la décision prise, pas d'immunité.
Nous avons 7 femmes. 7 femmes vont être en désaccord avec 6 juges conservateurs de la Cour suprême, dont 5 sont des hommes. Et la seule division au sein de ces 6 juges conservateurs est celle d'Amy Coney Barrett. Elle donne un accord partiel. Dans la décision rendue par la Cour suprême, le juge en chef Robert, donne l'avis de la Cour. Les 5 autres juges sont d'accord, mais la juge Amy Barrett ne donne qu'un accord partiel ou une occurrence partielle, parce qu'elle n'est pas d'accord avec certaines des façons dont ils sont arrivés à leur conclusion. Mauvaise méthodologie. Elle va être d'accord avec leur conclusion, mais elle est en désaccord avec la façon dont ils sont parvenus à cette conclusion. 7 femmes qui s'est levée et on dit pas d'immunité présidentielle. Cela en dit long sur ces 5 hommes. Ce qui se passe maintenant, c'est que l'affaire est renvoyée au tribunal du premier instance du district. La Cour suprême a donc déclaré que oui, ils peuvent bénéficier de l'immunité pour les actes officiels, l'immunité partielle, quoi que cela signifie, pour des actes non officiels. Et il appartiendra à Daniel Chokkan, au tribunal de la première instance du district, de déterminer ce qui est officiel et ce qui ne l'est pas. Elle est sur le point d'entrer dans un cauchemar en essayant de résoudre ce problème, parce que le président dirait simplement « Oh non, 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 cela a été officiel, il y aura un débat sur ce qui est officiel et ce qui ne l'est pas. » Il fera appel, etc. Donc c'est à la Cour de première instance qui va faire la distinction entre la conduite officielle et conduite privée. Cela signifie pratiquement impossible d'organiser un procès avant les élections du mois de novembre. Donc, j'aimerais partager avec vous donc voici la décision rendue par la Cour suprême le 1er juillet. Ce que j'aimerais vous amener, j'aimerais vous lire la dissidence de Sotomayor. C'est 30 pages environ. Alors, elle se trouve là, le début de la dissidence du juge Sotomayor, à laquelle se sont joints les juges Kagan, Jackson. Alors, je vous emmène à la fin de son argumentation. Nous lirons les derniers paragraphes, donc sa conclusion. Alors, au-delà du sort de ce procès particulier, les conséquences à long terme de la décision d'aujourd'hui sont brutales. La Cour crée effectivement une zone de non-droit autour du président, bouleversant le statu quo qui existait depuis la fondation. Cette nouvelle immunité pour les actes officiels se présente maintenant comme une arme chargée pour tout président qui souhaite placer ses propres intérêts, sa propre survie politique ou son propre gain financier au-dessus des intérêts de la nation. Le président des États-Unis est la personne la plus puissante du pays et peut-être du monde.
lorsqu'il utilise ses pouvoirs officiels, de quelque manière que ce soit, selon le raisonnement de la majorité, il sera désormais à l'abri de toute poursuite pénale. Ordonner à l'équipe de la marine d'assassiner un rival politique, immuniser, organiser un coup d'État militaire pour se maintenir au pouvoir. Alors, immunité, accepter un pot de vin en échange d'une grâce, immuniser, 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 immuniser. Laissons le président violer la voie, qu'il exploite les attributs de sa fonction à des fins personnelles, qu'il utilise son pouvoir officiel pour faire le mal. Parce que s'il savait qu'il pourrait un jour être tenu pour responsable d'avoir enfreint la loi, il ne serait peut-être pas aussi audacieux et intrépide que nous le souhaiterions. Tel est le message de la majorité aujourd'hui. Dans ce paragraphe, elle a décomposé le message de la majorité. Ce qu'ils ont dit, ils veulent que le président n'ait pas peur, qu'il puisse agir sans se soucier de savoir ce qui va être poursuivi ou non. Il enfreint la loi, c'est d'accord, c'est pas grave. Il ne pourra pas faire, il pourra faire des choses importantes ou pas, il ne sera jamais poursuivi en justice. Et c'est comme ça qu'elle résume le message de la majorité. Alors même si ces scénarios cauchemardesques ne se réalisent jamais, et je prie qu'ils ne se réalisent jamais, le mal est fait. La relation entre le président et les personnes qu'il sert a changé de manière irrévocable. Elle ne peut plus être modifiée. Elle est inscrite dans chaque usage du pouvoir officiel. Le président est désormais un roi au-dessus des lois. Nous nous arrêterons ici et nous marquerons le mois de juillet comme étant maintenant un mois où il y a un roi au-dessus de la loi. On va regarder. On prendra le dernier paragraphe. Jamais dans l'histoire de notre République, un président n'a eu la raison de croire qu'il sera à l'abri de poursuites pénales s'il utilisait des attributs de sa fonction pour violer le droit pénal. À l'avenir, cependant, tous les anciens présidents bénéficieront d'une telle immunité si l'occupant de cette fonction abuse de son pouvoir officiel à des fins personnelles. Le droit pénal auquel le reste d'entre nous doit se conformer ne constituera pas un filet de sécurité permanent à craindre pour notre démocratie. La Cour ne peut pas protéger le président. La Cour ne peut pas protéger le peuple, mais elle pourra protéger le président. Il s'agit d'une conclusion intéressante par rapport à cette dissidence avec respect. Parce qu'elle dit que c'est très effrayant. Nous parlons de RBG et de ces dissidences enflammées. Mais là, ça n'a rien à voir avec ce que Sotomayor a écrit dans cette dissidence, parce que c'est très cinglant. Le président est désormais moins un fonctionnel démocratiquement responsable qu'un petit empereur. Alors, où ai-je trouvé cette citation? Laissez-moi la rappeler. Je l'ai perdu. Alors, donnez-moi un instant parce que j'aimerais vraiment retrouver cette citation. Alors, je cite à partir du Guardian. Le Guardian a publié un article intitulé L'immunité présidentielle de Trump. C'était le 1er juillet 2024. Le président est désormais
moins un fonctionnaire démocratiquement responsable qu'un petit empereur doté par la cour d'un droit absolu d'exercer le pouvoir comme il l'entend. À l'instar du droit divin qu'il bénéficiait autrefois l'action des rois, il n'y a pratiquement rien qu'il ne soit pas autorisé à faire maintenant. Et vous constaterez que la plupart des sources d'information, les sources d'information réputées ont écrit la même chose. Donc j'aimerais vous donner un peu de contexte historique. Nous avons Trump versus les États-Unis. Alors, le juge en chef, Roberts, a donné son opinion. Et Sotomayor, la juge Sotomayor, a donné son avis contraire, dissident. Et ce que Robert va citer, c'est une affaire qui s'appelle Nixon versus Fitzgerald. Richard Nixon était président dans les années 1960. Vous connaissez tous le scandale du Watergate, dont nous avons déjà parlé dans ce mouvement. Mais après avoir quitté ses fonctions, il a été poursuivi par quelqu'un. Dans sa capacité officielle de commandant en chef, l'une de ses fonctions officielles en tant que président, il a licencié quelqu'un de l'armée de l'air, je pense, et c'était Fitzgerald. Cette personne l'a poursuivi par la suite. Je crois que c'était dans les années 80. L'affaire est allée jusqu'à la Cour suprême, qui a décidé qu'il bénéficiait de l'immunité, que les présidents, dans l'exercice de leurs fonctions officielles, devraient bénéficier de l'immunité contre les poursuites civiles, surtout si c'était pour les protéger. C'était surtout pour les protéger contre des poursuites frivoles. Il n'a donc rien commis il n'a pas commis d'acte criminel, il a juste agi en fonction de sa qualité de patron, il a licencié quelqu'un. Donc les présidents bénéficient donc d'une certaine immunité. Et les fondateurs de la Constitution en ont discuté et nous le savons, et dès le début ils en ont parlé. Ils ont parlé de cette immunité dès le début. Ils savaient ce qu'ils faisaient et ils n'ont jamais accordé d'immunité totale au président. Ils ont accordé une immunité aux membres du Congrès. La Cour suprême a clairement établi que les présidents, dans le cadre de leurs fonctions officielles, ils ne devaient pas s'inquiéter d'être poursuivis, d'être traînés devant les tribunaux. Mais qu'est-ce qui s'est passé aussi à cette époque? Il y avait beaucoup de protestations contre la guerre du Vietnam. Et ce que Nixon voulait faire, c'était arrêter les manifestations. Donc, encore une fois, il a été interrogé à ce sujet. Il y a une situation célèbre de Nixon où il dit « Quand le président le fait, ce n'est pas illégal ». Et c'est quelque chose qu'il a dit lors d'une interview accordée à David Frost, un journaliste à BBC. À l'époque, c'était très choquant et elle est souvent citée. Lorsque le président le fait, c'est pas illégal. Parce qu'il pensait que cette guerre civile était en cours, toutes ces manifestations qui se faisaient étaient d'un côté, le gouvernement était dans l'autre et donc le gouvernement devait s'opposer aux manifestants. Et cela reviendrait donc à bafouer la liberté d'expression et le droit de manifester pacifiquement. Tout cela produit et c'est là que la Cour suprême se prononce sur l'immunité présidentielle. Donc il y a deux choses.
Ils veulent protéger la dignité de la fonction présidentielle. Ils ne veulent pas que les présidents soient poursuivis par n'importe quelle chose, des choses futiles. Et ils veulent que le président puisse aussi fasse son travail simplement, sans se soucier d'être poursuivi. Le commandant en chef doit embaucher, mais aussi licencier. Mais ce qui a changé ici, c'est que renvoyer quelqu'un de l'armée de l'air n'était pas un acte criminel, mais maintenant nous parlons de quelque chose qui est criminel. Donc, ce que le juge Robert a fait dans son opinion, c'est qu'il a mélangé les lignes, et c'est là que la confusion et la malice vont apparaître, parce que le président a des actes officiels, qui est donc le cœur de ses fonctions, et à l'extérieur, il appelle le périmètre extérieur des actes non officiels. Donc, où est-ce qu'on tire la ligne ou la limite entre un acte officiel et un acte non officiel? Et c'est ce qu'a fait Tanya Judge au tribunal de district. Si vous pensez, donc le 19 janvier, la veille du jour où le président n'est plus président, il gracie des gens, il gracie des personnes. Et s'il reçoit un pot de vin pour gracier quelqu'un, donc c'est un acte criminel, mais il sera immunisé contre cette action. Et ils en ont parlé, ils ont dit oui. En vertu de cette décision, il sera immunisé contre cet acte criminel. Ça pourrait être un acte corrompu, mais les grâces présidentielles révèlent de leur sphère d'autorité exclusive et ne peuvent donc jamais faire l'objet de poursuites. Et le juge Sotomayor confirme cette lecture. Donc même si c'est en dehors du périmètre officiel, des actes officiels, alors il y a une chance qu'il puisse être inculpé. Mais tout ce que le président aura à faire, c'est de dire non, c'était en fait un acte présidentiel et j'agissais de bonne foi, j'essayais de protéger le pays, j'essayais de protéger les gens et cela s'implorerait, ça arriverait jusqu'à la Cour suprême qui dirait oui, c'est un acte officiel. Ainsi, toutes ces descriptions de postes seraient considérées comme des actes officiels. Cela signifie que le président, à chaque fois qu'il fait quelque chose et qu'il dit « je l'ai fait en tant que président », il bénéficiera donc d'une immunité. Et les tribunaux ne seront pas d'accord et ça ira jusqu'à la Cour suprême qui dira « oui ». Donc cela empêchera donc un juré de découvrir si un président a commis un certain nombre de crimes parce qu'il a manipulé les outils de sa fonction, prétendant qu'il était président en faisant ces choses. Et il n'aura jamais à rendre des comptes. Cette idée de conduite officielle versus non officielle, des fonctions essentielles ou des fonctions périphériques, il y a toutes ces lignes. C'est cette ligne que le juge Robert a tracée, pénale et civile, et c'est très confus. Donc, en fin de compte, il jouit d'une immunité totale. Si on examine cette histoire en haut, il y a un énorme changement fondamental entre le 30 juin et le 1er juillet. Le 1er juillet, les États-Unis d'Amérique sont une bête totalement différente de ce qu'ils étaient le 30 juin. Et le 1er juillet n'est pas une histoire de Donald Trump, il s'agit d'une histoire de séparation de pouvoir le 1er juillet. Il s'agit d'un changement structurel fondamental de la démocratie telle que l'Amérique l'a comprise dans le passé. C'est une séparation des pouvoirs. La Cour suprême a réécrit le pouvoir présidentiel. Elle a élargi le pouvoir de la présidence. Tout ce qui dépasse ce que Nixon avait envisagé. On a discuté de l'affaire Fitzgerald en disant qu'il s'agissait d'un acte officiel. Je crois qu'il s'agissait d'un procès privé. Ça n'avait rien à voir avec des actions criminelles.
C'est donc une question totalement différente. Ce que Robert va citer ici, c'est différent, mais les problèmes sont totalement différents de ce qui s'est passé avec l'élection de 2020 le 6 janvier. L'affaire Nixon versus Fitzgerald s'agit de poursuivre des personnes pour obtenir des dommages et intérêts, pour avoir licencié une personne qui a perdu son salaire, et c'est un acte de mauvaise foi pour Donald Trump, un acte criminel. La question, pour le 6 janvier, tout ce qu'il dira, c'est que je protégeais l'intégrité des élections, j'ai agi de bonne foi. Mais il n'y a aucune preuve qu'il ait agi de bonne foi. Mais cela n'a pas d'importance. Les preuves n'ont pas d'importance parce que la Cour suprême a dit que ses motivations n'ont pas d'importance. Donc, la Cour ne regarde même pas les motivations. Elle dit simplement qu'il bénéficie d'une immunité générale. Mais même s'il prétend qu'il a empêché la fraude et qu'il a agi de bonne foi. Il nous faudra donc attendre, parce que cette affaire judiciaire n'est pas terminée. Elle est en cours maintenant. Comme je l'ai dit là, elle est renvoyée au tribunal de première instance du district. Et Tanya Chutkan doit décider ce qui est officiel et ce qui ne l'est pas. Elle va délibérer dessus. L'équipe de Trump pourra faire appel. Comme je vous l'ai dit, l'affaire ira même jusqu'à la cour d'appel et inversement, il n'y aura pas de décision avant les élections de novembre. Le public n'aura donc pas la possibilité de voter sur cette question parce qu'il n'y aura pas de résultat. Alors là, le rapport de Sotomayor, Robert va citer Nixon contre Fitzgerald et la juge Sotomayor va citer 2 fois Dobbs versus Jackson Women's Health Organization. Et pourquoi elle va faire cela? Parce que ce sur quoi les juges conservateurs s'appuient pour parvenir à leur conclusion, c'est l'originalisme. Ce qu'il signifie, ils veulent prendre en considération donc le texte, l'histoire et les précédents. Et ce que le juge Sotomayor souligne assez clairement, parce que lorsqu'il s'agit de l'affaire Dobbs versus Jackson, c'était leur argument. Alors, où la Constitution parle-t-elle de l'autonomie des femmes, des droits reproductifs, de l'avortement? Elle n'en parle pas. Il n'y a rien dans le texte. Nous ne pouvons pas nous appuyer sur l'histoire. Il n'y a pas de précédent. Par conséquent, nous annulons Roe versus Wade parce que c'est inconstitutionnel. Donc, c'était leur méthode pour l'affaire Dobbs versus Jackson. C'était l'originalisme qu'ils ont utilisé. Ils l'ont utilisé pour Roe versus Wade. Mais lorsqu'il s'agit de l'affaire Nixon contre Fitzgerald, ils n'ont pas utilisé l'originalisme. Parce qu'ils ne peuvent pas l'utiliser, l'originalisme, parce que les pères fondateurs ont parlé de l'immunité. Il n'y a pas d'immunité inscrite dans la Constitution. Ils ne peuvent pas utiliser l'histoire du texte ou les précédents pour accorder une immunité présidentielle, une immunité générale à la présidence. Donc, pour leur cas Nixon versus Fitzgerald, ils n'utilisent pas l'originalisme. Donc, ce qu'elle souligne, cette juge, elle dit qu'ils l'utilisent quand cela les arrange. L'histoire compte pour cette cour seulement quand c'est pratique.
Cette cour prétend respecter l'histoire des textes et les précédents, mais ce n'est absolument pas le cas dans cette affaire. Quelle est donc la seule réponse à cette question? La seule façon de s'opposer, c'est à travers les élections. Une chose qui revient dans ces discussions, c'est 1798. Parce qu'en 1798, les États-Unis ont introduit 4 lois. Alien and Sedition Act. Le deuxième président des États-Unis, c'était John Adams. C'est un autocrate. Il croyait ouvertement à un gouvernement autoritaire. Il voulait faire taire l'opposition jusqu'aux prochaines élections. Alors il a dit, vous savez, nous avons cette guerre. Bon, ils appellent une quasi-guerre avec la France. Nous devons cesser toute critique à l'encontre du gouvernement pendant que nous sommes en guerre. Ce n'était pas vraiment une guerre. Et ils ont introduit cette loi sur les étrangers, la sédition. Donc, ces lois avaient pour but de criminaliser les critiques à l'encontre de John Adams et du gouvernement. Elle a donc déporté des non-citoyens qui étaient des sujets d'ennemis étrangers. Elle s'est attaquée au fondement de la liberté d'expression et de la liberté de la presse. Il voulait contrôler le débat politique jusqu'à la prochaine élection. Son vice-président, c'était Thomas Jefferson, et Thomas Jefferson était le chef du parti d'opposition. À l'époque, les vice-présidents appartenaient à des partis différents. Donc ça a été changé. Je ne me souviens pas quand cela a été changé, mais c'était différent d'aujourd'hui. La seule façon de résoudre le problème, parce que les gens étaient rédacteurs en chef des journaux, étaient emprisonnés. La seule façon de résoudre le problème était d'organiser des élections et de chasser John Adams. Et Thomas Jefferson est devenu président et a laissé ses lois expirer. Donc, il a gracié tous ceux qui avaient été emprisonnés, ses rédacteurs en chef de journaux. C'est ainsi que le problème a été résolu en 1798. Et alors, pourquoi nous parlons de ce sujet? Parce que les fondateurs de la Constitution se sont penchés sur la question de l'immunité présidentielle au début de l'histoire du pays. Et le seul moyen de résoudre ces problèmes, c'était par le biais des élections. Je veux mettre cela, mettre cela de côté pour un moment et on va s'examiner un peu ou faire une révision un peu. Donc, notez que nous allons indiquer juillet qui maintenant, nous allons indiquer juillet comme maintenant un roi se trouve aux États-Unis. Et ce roi est au-dessus de la loi. Nous allons revenir donc aux prophéties de Daniel. Et c'est dans l'enregistrement public depuis longtemps. Nous allons réviser cela rapidement. Donc, Daniel, 4 prophéties principales. Daniel 2, 7, 8 et 11. Daniel 2, 7, 8, 11. Dans Daniel 2, nous avons la tête d'or, les bras, les épaules sont d'argent,
le ventre, les cuisses des reins, les jambes de fer, les pieds, fer et argile. Daniel 7, nous avons le lion, l'ours, le léopard et la bête indescriptible, ou comme le dirait l'Apocalypse, le dragon et les pieds, donc fer et d'argile, des cornes. Alors, Daniel 8, donc on a le bouc, la petite corne. On a la corne masculine et féminin. Daniel 11, le roi du Nord, le roi du Nord, le roi du Nord. Quand nous retournons au chapitre 2 de Daniel, nous savons que nous suivons un thème. Et quel est le thème de Daniel 2? Toi, Nebuchadnezzar, tu es la tête d'or, et après toi s'élèvera un autre royaume. Nous avons donc ici un roi et un royaume. Daniel 7, politique, Daniel 8, religion, Daniel 11, c'est leur but. Le but, la mission du roi du Nord. Nous avons eu des discussions lors de notre dernier camp meeting qui s'est tenu en Australie. Lorsque nous avons discuté du patriarcat et de la terminologie, le sujet est venu sur les rois. Nous ne sommes pas arrivés à une conclusion, mais considérons les prophéties de Daniel, parce que ça représente l'antithèse de ce que nous voyons dans le chapitre 2. Quand on regarde à Daniel 2, nous voyons une montagne, et de cette montagne sort une pierre. Et quand nous utilisons la méthodologie de la parabole, nous savons que Daniel nous dit clairement qu'au jour de ces rois, Dieu va susciter un autre royaume. Donc il s'agit d'un royaume. Donc s'il y a un royaume, il faut quoi? Il doit y avoir un roi. Donc voici un roi et un royaume. Quelle est donc la différence entre ce roi et ce royaume et de ces rois et de ces royaumes au pluriel? Qu'est-ce qui caractérise le roi que nous avons écrit pour le mois de juillet? Ce roi, il est quoi? Il est au-dessus de la loi. Qu'est-ce qui va caractériser ce roi qui est sorti de la pierre? Il est sous la loi. Quand nous considérons Jésus-Christ, Dieu s'est incarné dans un être humain et il est venu en tant qu'enfant mâle. Il était un homme, il a été reconnu comme roi. Les trois mages sont venus et l'ont adoré en tant que roi. Pourquoi n'est-ce pas du patriarcal? Parce qu'il est soumis à la loi. Et Paul nous dit, dans le livre de Galates, qu'il est né sous la loi. Cette loi n'est pas seulement la loi de l'hérédité, il était aussi soumis à la loi comme tous ses sujets. Il est soumis à la même loi que l'ensemble de son royaume. Et c'est son ministère sur terre, qui a duré 3 ans et demi. Il a marché sur la terre
En tant que leader du mouvement, il était soumis à la loi. Ce roi et ce royaume sont donc soumis à la loi. Il est sous la loi. Et il n'est pas au-dessus de la loi. Donc je suggère qu'il est parfaitement logique et acceptable que nous ayons un homme à la tête du mouvement, tant qu'il est soumis à la loi. Ça valide également le fait que nous ayons des vœux, un document vivant, des vœux qui nous permettent de mieux comprendre nos lois. Et nous disons quelle loi qui s'applique à nous. Nous répliquons oui, les 10 commandements. Mais si nous les résumons, nous sommes sous la loi de la règle d'or. Et sous cette loi, nous pouvons voir l'égalité dans toutes nos relations. Une fois qu'un roi devient au-dessus de la loi, donc quand un roi est au-dessus de la loi, c'est une conséquence naturelle que les choses, que l'égalité soit réduite. C'est une autre idée. Donc ce roi et ce royaume sont soumis à la loi, ce qui le rend différent de la raison pour laquelle il se comporte, il pense, son objectif est différent. Mais qu'en est-il de la montagne? Cette montagne, elle ne le réalise pas, mais elle est au-dessus de la loi. Elle ne croit pas qu'elle est au-dessus de la loi. Encore une minute, je ne vais pas prendre le temps de résumer ce que j'ai fait. Bon, je vais le faire un petit peu. Alors, nous sommes retournés au mois de juillet. Et ce que je voulais faire aujourd'hui, c'était de montrer que le 18 juillet a été très important, mais tous les événements du mois de juillet ont un certain lien avec Jules César et le changement qui s'opère aux États-Unis en ce moment. Nous le voyons au 1er juillet quand le président bénéficiera désormais d'une immunité générale dans ses actes officiels et une partie de ses actes non officiels, peu importe ce que cela veut dire. Et puis le 18 juillet, Trump a été couronné comme candidat et nous savons qu'il sera le président des États-Unis. Je voulais juste montrer que le sexisme peut être vu à travers ces événements importants qui se sont passés au mois de juillet. Nous le voyons dans la décision du 1er juillet, les décisions qui ont conduit à cela par 7 femmes très compétentes qui savent comment lire et comprendre la Constitution et comment l'appliquer, mais elles ont été renversées par les juges conservateurs. Nous avons lu la dissidence du juge Sotomayor. C'est vraiment, si vous avez l'occasion de la lire, c'est une trentaine de pages. Elle cite 2 fois l'affaire Dobbs versus le renversement de Roe versus Wade et qu'elle explique la mauvaise méthodologie. Nous pouvons prendre des décisions sur les droits reproductifs des femmes. Ce n'est pas dans la Constitution, mais alors lorsqu'il s'agit de décider sur une affaire importante sur l'immunité présidentielle, ils ne peuvent pas ignorer totalement l'histoire des précédents et du test. Et augmenter le pouvoir présidentiel. Donc terminons par la prière. Cher Dieu du ciel, nous vivons des moments extraordinaires et nous savons qu'il n'y a pas beaucoup de temps, mais la loi du dimanche n'est que le début. Il y a des choses qui vont s'aggraver jusqu'à ce que nous arrivons au grand cri. Aide-nous à comprendre ce qui se passe dans cette histoire, non pas à la parcourir les yeux fermés, mais à l'étudier pour voir le sexisme là où il se trouve et être conscient
où les droits sont bafoués. Nous prions pour une augmentation de la connaissance sur ce sujet et pour les corrections lorsqu'elles sont nécessaires. Aide-nous à avancer de manière positive alors que nous abordons les événements de demain. Nous te demandons une bénédiction pour les camps mythiques en Europe et nous te demandons ces choses dans le nom de Jésus. Amen.